Il y a d'abord la Belgique de l'enfance, celle des plats qui font plaisir et des héros qui font rire, celle du petit déjeuner, des voyages vécus sur le canapé. Il y a ensuite la Belgique de l'adolescence, celle des amis, des goûts qui changent, des pas de danse, et puis si vite, la Belgique des adultes, où les grandes idées se mêlent aux grandes questions, où l'on sait plus et moins en même temps. Riche, mais incertaine, mature, mais peut-être trop, décidément cette Belgique ressemble diablement à sa sélection. Et cet été les adultes voudront aussi être enfants, pour vivre un rêve inaccompli, celui d'être enfin des grands. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, si heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de retour consacré à la Belgique. C'est toujours un plaisir de parler de la Belgique sur la chaîne, parce que même si personnellement je suis pas belge, je sais que beaucoup d'entre vous l'êtes. C'est toujours un moment d'effervescence assez fort autour de la chaîne, autour des vidéos, et qu'on parle des Diables Rouges directement comme on l'avait fait en 2018 avec un épisode d'Objectif Coupe du Monde à l'époque, consacré à la Belgique, ou qu'on évoque l'évolution du football belge, la potentielle fusion avec le championnat hollandais, par exemple ça c'était en 2020, c'était il y a pile un an à peu près. C'est toujours un moment fort et je suis content de faire plaisir à ceux qui aiment et qui suivent le football belge. Alors, on va parler des Diables Rouges autour de plusieurs points, comme d'habitude, l'histoire de la Belgique à l'Euro, le processus de qualification qui les a conduits à cette édition 2020/2021, l'équipe belge, la liste des 23 potentiels, voire 25-26, vu que l'UEFA envisage de faire des modifications, mais qui doit sélectionner Roberto Martinez, comment composer ce 11, quelles limites, quelles forces. Ce sera vraiment la partie majeure de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ensuite, terminer en essayant de répondre à notre question, à quel point est-ce que la Belgique fait partie des cadors, des favoris? Est-ce que c'est le favori numéro 1 de la compétition? Peuvent-ils rêver d'aller au bout, d'être enfin grands? C'est ce qu'on va évoquer dans le cadre de cette vidéo, alors installez-vous confortablement et j'espère que ça vous plaira. On commence donc par l'histoire de la Belgique à l'Euro, et elle est assez réduite, assez pauvre finalement. Il y a seulement l'Euro 72 où la Belgique termine 3ème, mais c'était 3ème sur 4, il y avait seulement 4 participants, c'était surtout à l'époque les phases de qualification qui étaient assez corsées, qui duraient longtemps, mais 3ème sur 4, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. C'était un Euro qui était organisé en Belgique, c'était aussi le cas en 2000, mais là on a eu un fiasco encore plus important où la Belgique sort dès les phases de groupe, éliminée notamment par ce doublé d'Hakan Şükür sur la toute dernière journée, sur le 3ème match des phases de groupe contre la Turquie. Un moment un petit peu plus glorieux, c'était l'Euro 80 où la Belgique atteint la finale, en sortant notamment d'un groupe composé de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Espagne, pour atteindre cette finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Malheureusement, elle est perdue 2-1 suite à un but concédé à la 88e minute. Enfin, l'histoire de la Belgique à l'Euro, c'est aussi l'histoire de la Belgique sur le dernier Euro, le plus proche de nous, en 2016 en France. Et c'était à nouveau une déception avec ce quart de finale perdu 3-1 à la surprise générale contre le Pays de Galles à Villeneuve-d'Ascq. Alors du coup la qualif, comment est-ce que la Belgique a obtenu son billet pour cet été? Et là c'est plus glorieux, notons-le quand même, 10 matchs, 10 victoires, 40 buts marqués, soit la meilleure attaque de ces phases de qualification, et 3 buts encaissés seulement, c'est aussi la meilleure défense. Peut-être que les enseignements qu'on peut tirer de tout ça sont assez limités, parce que finalement cette phase de qualification elle a démarré il y a 2 ans maintenant, c'était en mars-avril 2019. Les enseignements sont limités, peut-être que pour avoir un petit peu plus d'informations sur la performance, le niveau de performance récent des Belges, on peut regarder du côté de la Ligue des Nations 2020, où là la Belgique a fait fort aussi, terminé premier de son groupe, 5 victoires et 1 défaite, s'offrant ainsi une place dans le Final Four de la Ligue des Nations qui se jouera en octobre 2021, et d'ailleurs, la demi-finale c'est contre l'équipe de France, donc on a le temps de voir venir, encore quelques mois encore, mais ce sera un match assez sympa, peut-être davantage si la Belgique et l'équipe de France se rencontrent cet été, ce qui est pas nécessairement improbable. Donc voilà en gros pour l'histoire de la Belgique et son processus de qualification. On arrive à la matière qui nous intéresse le plus, le groupe belge, son effectif potentiel, la liste des 23, 24, 25, 26 joueurs que Roberto Martinez pourra sélectionner. Et là il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Notons peut-être que on a dans le 11 belge le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Romelu Lukaku avec 59 buts, et le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, Jan Vertonghen, 126 sélections. On est en train de vivre l'histoire du côté de la Belgique en ce moment, même si aussi les stats sont bien gonflés récemment par l'avalanche de matchs. Il y a beaucoup plus de matchs internationaux sur les dernières décennies qu'à l'époque.
l'époque, mais tout ça pour montrer qu'on est sur un moment d'histoire vécu au présent par la Belgique. Alors ça c'est une première chose. Maintenant d'un point de vue tactique, ce qu'on peut dire c'est que ce système à 3 défenseurs, il a vraiment été une constante de l'ère Roberto Martinez. Quand Roberto Martinez arrive en 2016, le premier match joué contre l'Espagne, c'est un système à 4 défenseurs, un 4-3-3, mais ensuite on passe à 3 défenseurs, et à part contre le Brésil, quart de finale de Coupe du Monde, à part cette rencontre-là, ça a toujours été 3 défenseurs derrière. Alors maintenant la question c'est quels principes sont illustrés par ce choix, pourquoi? Le premier peut-être c'est que ça permet à la Belgique d'avoir une grosse densité axiale avec ballon, comme c'est toujours, quasiment toujours du 3-4-2-1 ou du 3-4-1-2, ça permet d'avoir beaucoup de joueurs dans l'axe. Finalement il n'y a que 2 joueurs de côté dans ce système, et c'est assez cohérent avec un réservoir où les plus gros talents sont des talents axiaux, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, mais aussi Dries Mertens, Axel Witsel, Youri Tielemans, on comprend la logique en gros. Je pense que c'est aussi pour Roberto Martinez, quelque part ça appuie la volonté de vouloir construire depuis l'arrière. La Belgique c'est une équipe qui la plupart du temps relance assez proprement, qui cherche des circuits de construction assez courts et bas. Ça c'est facilité par une défense à 3 parce que en gros si tu cherches à avoir une supériorité numérique à la relance, il n'y a même pas besoin d'un milieu défensif qui décroche entre les deux centraux, il y a d'emblée une supériorité numérique à exploiter. Je pense que ça fait partie de la réflexion. Donc ça c'est un deuxième point. Le troisième qu'on doit mentionner, c'est un peu le point symétrique du fait qu'il y a une grosse densité de talents, de joueurs axiaux en Belgique, c'est qu'il n'y a finalement quasiment aucun vrai latéral belge. Alors il y a des joueurs de couloir, mais c'est pas des latéraux, donc une défense à 4 aurait pas vraiment de sens quand on pense à Thomas Meunier, quand on pense à Timothy Castagne, Nasser Chadli, Yannick Ferreira Carrasco, Torgan Hazard. C'est soit des pistons, soit des ailiers, donc finalement assez logique de ne pas avoir une défense à 4. Et enfin le dernier point qu'on peut mentionner, c'est que dans la logique qui a été à la base de cette construction, il y avait aussi 3 gros défenseurs centraux, en tout cas à l'époque, Jan Vertonghen, Vincent Kompany et Toby Alderweireld. Maintenant il n'y en a plus que 2 sur les 3, mais à l'époque c'était pas évident d'en mettre un sur le banc, et j'imagine que ça a fait partie de la réflexion. Donc voilà, tout ça pour dire que les mécanismes qui ont conduit à la constitution d'un 3-4X, 3-4-2-1, 3-4-1-2, alors 3-4-3 plus rarement, mais sur le dernier match ça a été le cas. Contre la Biélorussie on avait Jérémy Doku et Leandro Trossard sur les ailes, mais les mécanismes qui ont conduit à la constitution de ces systèmes sont assez compréhensibles, et ça fait de la Belgique, de mon point de vue, une équipe assez fun, assez télégénique, même si c'est parfois et peut-être de plus en plus assez dépend. Pour avoir parlé à pas mal de Belges autour de moi, ce qui ressort souvent c'est que si la philosophie qui sous-tend l'animation offensive belge c'est de se dire on va marquer plus de buts que l'adversaire même si c'est un match qui va se terminer à 4-3 ou 5-4, le problème récent c'est que la Belgique a de bonnes chances de se retrouver du mauvais côté de ce score-là. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont vieilli, 33 ans et 32 ans respectivement. Jason Denayer, que j'aime subjectivement beaucoup en tant que supporter lyonnais, fait pas non plus sa meilleure saison si on est honnête. Et sur les côtés, un gars comme Thomas Meunier apporte vraiment peu d'assurance. Ça se traduit très concrètement par beaucoup d'espace laissé dans le dos, des interventions ratées comme on en voyait même en 2018, une phase de relance de moins en moins propre et exemple de reproche. La bonne nouvelle, heureusement, il y a Courtois derrière qui évolue à un très haut niveau au Real, qui est top 5 voire top 3 mondial à son poste sur cette saison. La mauvaise nouvelle, c'est le forfait potentiel d'Axel Witsel, rupture du tendon d'Achille pour lui en début d'année, la première grosse blessure de sa carrière. C'est la course contre la montre qui est lancée, objectif le 11 juin, mais le 11 juin c'est dans 2 mois à peine, donc niveau probabilité je pense que ça sent pas très bon, et c'est un vrai coup dur parce qu'il est garant, déjà il fait partie des leaders de ce vestiaire, mais il est aussi garant d'une bonne partie de l'équilibre de la sélection belge et du 11 belge, par la qualité technique qu'il apporte avec ballon, par la protection défensive qu'il apporte à un secteur assez vulnérable dans son dos. Il va beaucoup manquer, et une grande partie des doléances que formulent les supporters belges repose sur cette absence présumée. Alors heureusement on a Youri Tielemans qui a un très haut niveau de performance, qu'il prouve cette année à Leicester, c'est un sacré joueur. Mais la question c'est à qui est-ce qu'on l'associe? Contre les nations que la Belgique a vocation à dominer territorialement et au niveau de la possession, pourquoi pas envisager Kevin De Bruyne qui recule d'un cran, et un trio offensif Hazard, Mertens, Lukaku, pourquoi pas, mais ça semble quand même prolonger et accentuer le déséquilibre qui est déjà présent dans ce 11. Du coup la solution qui a été envisagée récemment, qui a été plébiscitée par Roberto Martinez, il semblerait, c'est d'associer Tielemans à Leander Den Donker des Wolves, qui est entre un milieu défensif et un défenseur central on va dire, 1m88,
gros morceau bagarreur. C'est très complémentaire de Tillmans, ça c'est sûr, les deux se connaissent bien en plus, ils ont joué côte à côte à Anderlecht à l'époque, donc pourquoi pas, mais on est quand même sur un niveau de qualité en moins par rapport à Witsel. Alors le reste ensuite, ça mérite peut-être pas un éclairage ultra exhaustif, on connaît assez bien Kevin De Bruyne, c'est sans doute le meilleur joueur de son championnat, le leader technique d'une des 2 meilleures équipes d'Europe en 2021. Lukaku, lui, au zénith de sa carrière cette saison, 19 buts, 8 passes D en 26 apparitions de Serie A. Si l'Inter est aussi proche du titre, c'est en bonne partie grâce à son niveau phénoménal et aussi à l'utilisation que Conte en fait dans un registre qui est assez épuré, mais tellement dévastateur. J'y avais consacré une vidéo d'ailleurs il y a quelques mois si ça vous intéresse, et je l'avais aussi fait pour Kevin De Bruyne, donc n'hésitez pas. Reste maintenant la question Hazard, l'énorme question Hazard, on a parlé de la blessure d'Axel Witsel. Pour Eden Hazard, il pourrait retrouver le groupe avant le début de l'Euro, mais dans quelles conditions physiques, c'est ça la question. Alors Roberto Martinez a répondu récemment à une question, a donné un peu de détails. Selon lui, ouvrez les guillemets, tous les problèmes d'Eden viennent de la même blessure à la cheville qui a créé une asymétrie. La situation est telle qu'il faut oublier toutes les deadlines et lui donner le temps de revenir à 100%, il est trop tôt pour parler de l'Euro, il ne faut pas commencer à faire des paris. Personnellement, je pense que même si ça fait un moment qu'on n'a pas vu le meilleur Hazard, son potentiel technique est clair, ce qu'il peut apporter à une Belgique qui, même si elle est très fournie d'un point de vue offensif, peut avoir quelques difficultés, après c'est le lot de beaucoup d'équipes, c'est normal, ça fait partie du foot, mais peut avoir des difficultés à déséquilibrer un bloc adverse très bas. L'étincelle Hazard, de ce point de vue-là, est quasiment sans pareil, donc il est essentiel, mais il est aussi d'un point de vue vestiaire, c'est un vrai leader, c'est le leader de cette sélection, sans l'ombre d'un doute. Il s'entend bien avec tout le monde, ce serait un vrai coup dur, un vrai coup au moral de se présenter sans Eden Hazard, d'amener un groupe belge sans Eden Hazard, donc je pense qu'il sera là, autant pour Witsel, j'ai de très gros doutes, et je pense que c'est mort, autant pour Eden Hazard, je pense que même sur une jambe, on le verra faire partie de cette liste dans quelques mois. Donc à voir, processus de convalescence à suivre, ça aussi c'est assez intéressant sur les semaines qui viennent. Ce qu'on peut dire, c'est que si on a évoqué un secteur offensif fourni et un secteur défensif assez fébrile, c'est une réflexion qui continue de s'étendre à ce qu'on retrouve sur le banc de touche. Dries Mertens peut rentrer dans le 11, même si lui aussi a une cheville fragile, un peu moins séduisant en sélection qu'avec Naples, mais fondamentalement un gros talent. Leandro Trossard de Brighton, que j'aime beaucoup, peut prétendre peut-être à une place dans la liste. Alors Batshuayi n'est pas titulaire à Crystal Palace, mais il l'a été contre la Biélorussie devant Benteke, donc on peut imaginer qu'il a un peu d'avance dans la tête de Roberto Martinez. Et puis, il y a Jérémy Doku, que je vois plutôt monter en puissance à Rennes, malgré une saison collectivement inaboutie des Rennais, on est d'accord. Je pense qu'il peut aller gratter une place, sans doute plus qu'Adnan Januzaj ou Alexis Selmakers, qui partent peut-être d'un petit peu plus loin aux yeux de Martinez encore. Il y a encore un peu de temps pour trancher, et en plus l'UEFA songe à autoriser des listes élargies, 25-26 joueurs. On aura la décision le 19 avril, autour du 19 avril, donc à voir. Mais ça pourrait solutionner pas mal de problèmes, notamment sur la sélection de joueurs qui sont encore en état de convalescence. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du groupe, c'est pas le plus inabordable de l'Euro. Il y a la Russie le 12 juin, peut-être en Russie, ça aussi à voir, il y a tellement d'incertitudes sur cet Euro. Mais théoriquement, en tout cas, ce match était prévu à Moscou, la Russie le 12 juin, le Danemark le 17 juin, théoriquement à Copenhague, à voir la forme que ça prendra, et enfin, ça termine avec la Finlande le 21 juin en Russie. Donc à voir pour le groupe, c'est pas le plus inabordable. En revanche, l'objectif de la Belgique, c'est évidemment d'aller beaucoup plus loin que ça, et en discutant à pas mal de supporters belges pour réaliser cet épisode, j'ai senti un peu de pessimisme ambiant qui prend plusieurs formes, mais on va dire la sensation que l'heure de gloire de cette génération dorée est passée. Les blessures d'Axel Witsel et d'Eden Hazard pèsent très lourd aussi dans la manière dont vous concevez l'avenir de cette sélection, sur cet Euro notamment. Et puis, il y a évidemment un secteur défensif fébrile qui se conjugue assez mal avec la fameuse sagesse populaire que pour remporter un grand tournoi, il faut avant tout une défense solide. Voilà, ça c'est des points majeurs, mais de mon point de vue, je suis peut-être un petit peu moins pessimiste, c'est peut-être en la suivant d'un peu moins près que vous, mais je vois quand même un réservoir de talent assez extraordinaire, je vois encore une attaque qui est extrêmement prolifique, et surtout, je vois pas de Cador qui est nécessairement supérieur à la Belgique pour l'instant. Si on se dit que les prétendants majeurs au titre, c'est la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, voilà, pour moi la Belgique c'est soit au-dessus, soit au même niveau que ces sélections, ça dépend desquelles, mais il n'y en a aucune qui est intrinsèquement, fondamentalement supérieure. Ça permet peut-être de relativiser ou de nuancer le pessimisme que certains peuvent ressentir. Bien sûr, moi je suis français, je souhaite en priorité la victoire de l'équipe de France, mais si ça peut pas être la France, je souhaite que ce soit la Belgique. Pour plein de raisons, je dirais que c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui est très plaisante à voir jouer. Il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie énormément, la plupart auxquels j'ai consacré une vidéo spécifique que je tiens en très haute estime. Bon, vous êtes beaucoup à être
d'être belge et à soutenir mon travail sur la chaîne. Forcément, ça joue. Cette saison, j'ai collaboré avec une chaîne de télé belge, on a fait une émission ensemble. Voilà, j'ai finalement, par la force des choses, il y a beaucoup de liens qui se sont développés entre moi et la Belgique, donc je souhaite beaucoup de succès à cette sélection. On verra ce que ça donne, mais si on imagine une Belgique qui va au bout, bon, historiquement, ce serait assez beau que cette génération dorée soit enfin récompensée. Ça pourrait peut-être donner un de mes rêves footballistiques, c'est Kevin De Bruyne Ballon d'Or, si en fonction des événements des prochaines semaines aussi. Bref, c'est une situation qui me conviendrait tout à fait. Je sais que c'est pas le cas de tous les Français nécessairement, peut-être a fortiori au vu d'une rivalité qui s'est développée sur les 2, 3, 4 dernières années, mais personnellement ça me ferait très plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Quelles sont pour vous les clés de lecture fondamentales? Sur quoi va reposer le succès éventuel de la Belgique ou non? Dites-moi tout ça. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine et les prochains épisodes de retour, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. Enfin, si ce maillot vous a plu, que vous en cherchez des rétros, des originaux, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire également. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien aussi régulier et récurrent, ça me fait très très chaud au cœur. Je vous remercie et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, passez un très bon dimanche et on se dit à très vite. Bisous.